TVT au cœur de l'information. Nous sommes le jeudi, aujourd'hui, il est 20h. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, nous parlerons de la vente en ligne avec une session ouverte depuis ce matin à Lomé. La vente en ligne, une pratique courante aujourd'hui avec certes des avantages mais aussi des risques à ne pas négliger. Également dans cette édition, nous faisons la revue de certains secteurs, agriculture, énergie, le numérique, quel tableau pour 2020, revue d'activité et tout à l'heure dans cette édition. Et puis sport, c'est jeudi aujourd'hui à la une de notre page des sports. Ce soir, le tournoi UFOAB U17, la compétition observe une pause ce jeudi, les matchs déjà joués, les scores déjà enregistrés, tout sur la première partie de cette compétition. Jean Kofi et Dédi sera avec nous en fin de journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. Le FNFI, Novici et bien d'autres programmes et projets, le gouvernement a toujours à pied d'œuvre sur l'inclusion financière. La courbe revue ce soir avec les efforts à la clé. C'est avec Christine Pétekialoudé. Conformément à sa feuille de route, le ministère du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes lutte au quotidien pour favoriser l'accès de la population aux différents services sociaux de base et l'épanouissement puis l'accès des jeunes à l'emploi. Pour l'année 2020, une enveloppe financière d'un peu plus de 25 milliards de francs CFA a été mobilisée auprès de l'État togolais et de ses partenaires contre près de 28,4 milliards en 2019, soit une baisse des ressources de 11,82%. L'année 2020 a été jalonnée de difficultés, toutefois, les résultats obtenus sont encourageants. L'État s'est engagé donc avec une mobilisation de ressources internes à hauteur de 38% et les partenaires techniques également ont fortement contribué à hauteur de 49% et puis le secteur privé et les autres contributeurs à hauteur de 12%. Nous avons les bénéficiaires également qui interviennent donc dans le cadre de nos activités de la réalisation des missions à leur endroit. On note donc cette année une légère diminution justement du côté des partenaires techniques financiers, du côté également des bénéficiaires et même du secteur privé. Vous vous en doutez, la crise de la Covid a induit un changement de priorité dans les actions du gouvernement, des partenaires techniques, où tout le monde s'est focalisé donc sur la lutte contre la Covid. Cependant, nous pourrions nous satisfaire d'avoir globalement atteint à plus de 90% les objectifs que notre ministère s'était assignés. Ces résultats ont pu être atteints grâce à un certain nombre de facteurs, notamment la volonté politique du gouvernement, l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, la détermination de l'ensemble du personnel et l'esprit d'innovation du ministère. La principale difficulté cette année, c'était vraiment la Covid, qui a impacté à la fois la mobilisation des fonds, l'engagement de nos différents partenaires et même les ressources endogènes ont connu forcément une baisse. Il faut innover, il faut avoir de l'inventivité, de la créativité, et c'est comme ça que, par exemple, les artisans ont été mis à contribution pour fabriquer des masques. Il y a eu plus de 3 millions de masques qui ont été fabriqués, ce qui a permis de créer quand même un système, une certaine, disons, une espèce d'économie endogène. Nous n'avons pas fait que subir les conséquences de la crise. Des chantiers à l'instar de la mise en œuvre du projet de registre social unique, la mobilisation des ressources pour la poursuite des cantines scolaires et la poursuite de l'appui au financement de l'entrepreneuriat des jeunes sont en cours. Vendre ses produits autrement, les femmes commerçantes initiées sur la vente en ligne, méthode plus pratique aujourd'hui, surtout en ces temps de pandémie. Une session est ouverte depuis ce matin, je vous l'annonçais dans le sommaire. Séance à Togo 2000 jusqu'à demain
Les précisions, Marie-Chantal Gbogbo, Solange Amandé avec Epouessala. En 2020, les échanges commerciaux ont été sévèrement touchés par la pandémie du Covid-19. Les femmes de tous bords, surtout les commerçantes et artisanes, ont été victimes de la mévente. La vente en ligne s'impose alors comme une alternative. Sur la nouvelle donne, ces femmes du secteur informel se mettent à niveau pour mieux écouler leurs produits. Je vends des bassines qui servent à la dot, des plats et des verres. Et PAM nous a convoqués pour une formation de vente en ligne. Nous ne maîtrisions pas cette technique de vente. Nous sommes heureuses d'avoir cette formation. Cela nous permettra d'écouler nos articles de par le monde. Avec cette formation, notre formateur nous a appris comment exposer ce que nous faisons dans nos ateliers. Et on nous a appris comment faire une liste de diffusion. Comme exercice d'application, je l'ai appliqué et à ma grande surprise, plus de 10 de mes clientes m'ont appelé. Cette formation est initiée par l'association Racines Féminines en collaboration avec la coopération allemande GIZ. À ces temps de Covid, on voit que leur activité est reversée un peu. Dans les milieux ruraux, les femmes n'arrivent pas à vendre leurs marchandises. Donc maintenant, il y a le WhatsApp, le Twitter, le Facebook. On les initie pour permettre de vendre leurs marchandises en ligne. La formation a pris en compte 100 femmes commerçantes et artisanes. Elles sont issues de la région de l'Akara et maritime. D'un clic, d'un seul via son smartphone ou à partir de son ordinateur, on peut aujourd'hui, vous le savez, tout acheter, tout vendre sur Internet. Le commerce en ligne, une réalité de nos jours, avec certes ses avantages, mais attention, il y a aussi des risques certains, lesquels par exemple, eh bien, voyons voir avec Solange Amandé et Kwesala. La vente en ligne. Cette opportunité d'affaires prend de plus en plus de l'ampleur. Le système cash and carry semble ne plus être d'actualité. Le e-commerce apparaît comme une révolution du siècle. L'on peut exercer une activité commerciale en tout temps et en tout lieu. Aujourd'hui, il est très facile de se vendre à l'extérieur ou à un public très diversifié en utilisant ces réseaux sociaux. Nous avons compris aujourd'hui que avec le coronavirus, la distanciation oblige. Donc, il est très important de pouvoir tisser des relations avec des gens pour pouvoir créer sa fanbase, c'est-à-dire une clientèle, une cible donnée en fonction de ce que vous faites comme activité, que ce soit commercial, business, service, histoire de mieux vous vendre. Hommes et femmes se lancent dans ce nouveau type de business à partir de leurs smartphones et des ordinateurs. Des livraisons à domicile ou sur place, des clients n'en demandent pas moins. Mais cela n'est pas sans risque non plus. Le premier risque des réseaux sociaux, c'est l'arnaque. Donc, il faut tisser une certaine confiance avec votre interlocuteur. Donc, aujourd'hui, quelqu'un peut, via Timoni ou via Flouz, vous envoyer de l'argent pour un produit donné. Maintenant, à l'heure de la livraison, le client constate que ce n'est pas le produit effectivement qu'il a commandé. Donc, le numérique a ses revers. De la même manière, vous pouvez gagner comme perdre. Maintenant, quitte à vous de savoir avec qui vous conversez. Peut-être établissez un contact visuel d'abord avec le produit, afin de savoir, effectivement, c'est ce que j'ai commandé qui est arrivé. Ou bien, rassurez-vous qu'il y a un service après-vente avec le produit qu'on vous envoie. Donc, il est très important de vous assurer, est-ce que c'est une société viable? Est-ce que c'est une société légale? Ou c'est dans l'informel? Ou c'est du e-marketing ou e-vente? Ces risques, Justin Kofi en a été victime. Une expérience malheureuse qu'il n'est pas prêt à oublier. Oui, des fois quand il apporte les choses et que je remarque que ce n'est pas ce que je cherche, j'essaie de discuter avec lui. Si ça pourrait être possible pour revendre à quelqu'un, là il peut me trouver un autre
on essaie d'en discuter. Les risques existent bien entendu. Mais peut-on se passer de la vente à distance à l'ère du numérique? Seule la vigilance paraît mieux adaptée. 2020, malgré la pandémie qui a tout ralenti, c'était quand même l'année du secteur énergie au Togo, avec des avancées réelles, des réalisations tangibles. Beaucoup de foyers, en effet, villages et campagnes, ont eu du courant électrique. On fait le point dans ce dossier de la rédaction dossier signé Eliaba Nyandaro. L'énergie, un secteur économique de première importance. Et au Togo, beaucoup d'efforts ont été consentis dans ce domaine pour permettre aux populations rurales d'avoir accès à l'électricité. Le programme des Nations Unies pour le développement a lancé en mai 2020 des actions pour l'installation de 6894 lampadaires solaires. Un projet qui donne un coup de pouce significatif à la stratégie nationale d'électrification. Pour l'extension du réseau électrique dans le nord du Togo, la BOAD a décaissé 15 milliards de francs CFA pour le financement partiel de la communauté électrique du Bénin CEB dans le cadre du projet de construction de la ligne d'interconnexion qui reliera Natitengu, Tangueta, Porga et la frontière Bénin-Togo sur 124 km. Le conseil d'administration de la Banque ouest-africaine a également accepté un financement de 25 milliards de francs CFA au profit de la compagnie énergie électrique du Togo. Une aide pour permettre à la CET de régler ses factures auprès de ses fournisseurs. L'ONG britannique Ashden a honoré le Togo parmi une dizaine de lauréats pour son action et son engagement dans la promotion des énergies renouvelables. Une reconnaissance internationale pour les nombreux projets mis en route dans ce secteur. L'énergéticien panafricain AE Power décroche un marché relatif aux travaux du projet d'extension du réseau électrique de Lomé. 34 millions d'euros ont été débloqués pour l'installation de lignes basses et moyenne tension, la construction de téléconduites et le raccordement de nouveaux abonnés. Arrangeur dans le processus de mobilisation de ressources nécessaires à la construction de la centrale thermique Kekeli Efficient Power, Aura Group et la BOAD ont annoncé un closing de financement estimé à 60 milliards de francs CFA. D'une puissance de 105 MW, cette centrale utilisera la technologie du cycle combiné qui permet de produire plus d'électricité sans consommation additionnelle de gaz et en limitant les rejets de CO2 dans l'atmosphère. Direction maintenant le Ghana, le président Faure Gnassingbé à Accra ce jeudi. Le chef de l'État a pris part à la cérémonie d'investiture du président ghanéen Nana Akufo-Addo, réélu. La cérémonie, le récit de Luc Assis. C'est sur cette place aménagée pour la circonstance que le président réélu du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, a reçu l'onction de la Cour constitutionnelle pour son nouveau mandat. Le président de la République, Faure Gnassingbé, a assisté à cette cérémonie en présence de plusieurs autres chefs d'État du continent. L'instant est solennel, mais sur la Bible, il a juré défendre et protéger les intérêts de son pays en toutes circonstances. Le déplacement d'Accra du président Faure Gnassingbé se justifie par les liens historiques d'amitié et de coopération qui existent entre le Togo et le Ghana. Les deux pays partagent une frontière commune marquée par des relations de bon voisinage entre les populations et sont d'ailleurs liés par des accords de coopération dans une kyrielle de domaines dont la sécurité, la défense, le commerce et la santé. Le vice-président ghanéen élu, El Hadji Dr Mahamoudou Baoumi, a aussi prêté serment par la même occasion. Il s'est engagé à remplir sa mission telle que définie par la constitution ghanéenne. Nana Akufo-Addo, réélu avec 51,59% de voix, a placé son nouveau mandat sous le signe de la cohésion sociale, de la paix et de l'union pour faire davantage du Ghana un modèle économique dans la sous-région. Retour chez nous au Togo, vivre, non-vivre, produits de première nécessité. Eh bien, le PAM, le Programme alimentaire mondial, en distribue actuellement à travers tout le pays. Une main tendue en direction des couches les plus vulnérables, encore plus fragilisées, vous le savez, par la pandémie à coronavirus. Direction Pessaré, dans la Bina, c'est pour le lancement de l'opération dans la région Kara. Le récit de Nestor Moussou.
La pandémie du coronavirus a entraîné un choc social et économique indéniable, surtout sur les couches vulnérables. Pour venir en aide à ces couches vulnérables au Togo, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, PAM, a approuvé un projet du gouvernement. Ce projet consiste à offrir des vivres aux ménages des enfants d'âge scolaire inscrits dans les écoles à cantine scolaire. Dans la région de l'Akara, c'est la localité de Pessaré dans l'Abina qui a été choisie pour donner le coup d'envoi de la remise de ces vivres aux bénéficiaires. L'assistance du PAM, c'est pour venir en aide de ces populations, pour qu'ils puissent continuer non seulement à apporter cette assistance à l'enfant, mais aussi à la famille entière qui a été à un moment donné en face d'une situation économique difficile. Et en plus de cette population également, nous apportons cette assistance aux personnes vivant avec le VIH-Sida et aussi les personnes qui sont affectées par la Covid-19. Le message que nous voulons lancer, c'est un message pour demander à la population de respecter les mesures édictées par l'État. Parce que nous savons bien que cette maladie sévit encore. À Pessaré, les bénéficiaires de ce projet de réponse d'urgence contre l'impact de la pandémie du Covid-19 n'ont pas caché leurs sentiments. Nous avons eu ces vivres pour nous permettre de bien nourrir nos enfants. Nous remercions les donateurs pour cette marque de solidarité envers les nécessiteux. Nous devons remercier le président Faure Gnassingbé pour l'attention qu'il prête aux démunis. C'est grâce à lui que nous, ici à Pessaré, nous avons bénéficié de ce don. À la fin de l'opération, le PAM compte toucher 45 000 ménages pour un total de 252 500 bénéficiaires dans 23 préfectures des 5 régions du pays. Et voici dans la foulée, à ce jour, jeudi 7 janvier 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo qui se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 3845 avec 38 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 3560 avec 16 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas le nombre de cas actifs est de 213 et 4. Le nombre de décès est de 72 avec 2 nouveaux décès depuis hier. Communiqué chiffre rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Midiawa. Demain, dans notre capitale, s'ouvre à l'hôtel de février une rencontre de concertation entre l'État togolais et le secteur privé. Le Premier ministre Victoire Tomiga Dobé va présenter à l'occasion la feuille de route gouvernementale 2020-2025 aux acteurs du secteur privé togolais. La présentation sera suivie d'échanges, occasion également pour le monde du secteur privé de s'imprégner des différents axes et projets de cette feuille de route gouvernementale. À la veille de cette rencontre, comment apprécie-t-on la marche gouvernement-secteur privé ces dernières années et quelles sont les attentes de ces acteurs clés du développement? Réponse avec Yves Agbevivi. Le secteur privé, poumon de l'économie nationale, se positionne comme le principal créateur de richesses et d'emplois, ce qui a motivé l'État à lui concéder plus de 65% du financement du Plan national de développement PND. Nous avons eu l'appui au niveau du ministère de l'Agriculture pour soutenir l'initiative avec le MIFA et d'autres mécanismes aussi mis en place. La production maintenant est plus mécanisée, donc ce qui fait qu'à notre niveau aussi, pour la transformation, nous mettons l'accent aussi sur les équipements modernes, bien que pour le moment ce n'est pas encore de grande taille, mais pour pouvoir avoir un produit fini de qualité aussi. Puisque le PND n'est pas l'œuvre seulement du gouvernement, le secteur privé y a participé. Et quand on dit que le secteur privé prend 65%, ce n'est pas tombé du ciel. Quand on a dit qu'on devait régénérer 500 000 emplois, nous étions d'accord. Un accord explicite et assumé du secteur privé togolais. Ces acteurs en sont arrivés là grâce aux efforts conjugués du partenariat public-privé. Des décisions ont été prises pour nous écouter. Nous avons souhaité que pour la relance de l'industrie togolaise sur le plan structurel, nous réussissions à créer des canaux de valorisation de la matière première sur le territoire national pour que la richesse nationale soit partagée dans le pays. Nous avons été écoutés. Donc d'une manière générale, le partenariat public et privé a permis d'échanger sur des sujets qui fâchent, parfois des sujets très sensibles, mais qui globalement sont absolument nécessaires pour que nous puissions regarder de l'avant dans la même direction.
Le secteur privé togolais, un domaine multisectoriel animé par les banques, l'industrie, le commerce, l'hôtellerie, l'artisanat, l'agrobusiness et autres. Ces derniers sous-secteurs, plus en grand nombre, passent aujourd'hui de petites transformations à la moyenne industrie. Leurs attentes sont énormes. Nous voudrions acquérir de nouveaux moyens pour nous installer dans la plateforme industrielle qui est en train d'être mise en place. Nous voulons que nos produits, le quinquilibre, s'imposent comme le thé africain, made in Togo, qui est consommé dans toute l'Afrique. Nous avons besoin de la certification de nos produits, qui sont les normes internationales. Envoyer un conteneur à l'extérieur, ce n'est pas facile. Et il faut beaucoup de démarches. Nous aimerions que l'État intervienne. Les échanges à la rencontre de concertation entre l'État et le secteur privé sur la feuille de route gouvernementale 2020-2025 ce 8 janvier à Lomé s'annoncent alors fructueux. Les deux entités ayant pour mot d'ordre l'économie, le développement et le bien-être des populations. Autre sujet évoqué ce soir, la maltraitance des enfants, sujet récurrent, pratique condamnable. Beaucoup d'enfants en sont encore victimes aujourd'hui malgré l'alerte, l'état de veille des organisations de la société civile, de l'État. Retour sur les mécanismes de protection chez nous au Togo. Un dossier réalisé par Pierre Naoui avec Sonia Amedipo. Protection de l'enfant, allô? Chaque jour, le 10-11 résonne dans ce bureau. Une ligne verte spécialisée dans la lutte contre la maltraitance des enfants au Togo. Environ 16 500 appels par an sont effectués dans ce centre d'écoute pour dénoncer toute forme de sévices corporels infligés aux enfants. Il y a quelques jours, celui que nous allons surnommer Job est admis dans cet univers. Même s'il ignore tout ce qui l'a conduit ici, il se rappelle avec émoi ces derniers jours de chez son tuteur. Je dors dans ma cuisine, il me maltraitait. Je suis dans la souffrance. 4 mois, c'est son propre gardien qui m'avait aidé à s'enfuir. Le gardien a vu sur moi, tout ça, tu ne peux pas rester là-dedans. Si tu restes, tu seras mon servant. Face à cette cruelle réalité, plusieurs mécanismes sont mis en place. Le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation veut juguler ce mal. La maltraitance des enfants, c'est un phénomène qui est réel dans notre pays, dans nos communautés, et il faut combattre absolument. C'est un phénomène aujourd'hui, on peut se dire qu'il est en baisse dans notre pays, grâce aux différentes actions de lutte qui ont été depuis longtemps menées par le gouvernement à travers le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Au titre des mécanismes, le ministère a mis en place donc, des organes qui travaillent en synergie pour pouvoir lutter efficacement contre ce phénomène. Il y a un décret d'ailleurs qui a été pris en Conseil des ministres pour mettre en place le Comité national des droits de l'enfant, le CNE, dont les attributions vont au-delà de tout ce que les acteurs mènent sur le terrain. Il a été également créé des outils nécessaires pour non seulement protéger ces êtres vulnérables contre les violences de tout genre, mais aussi poursuivre et punir si possible les auteurs de ces actes inhumains. Nous avons le nouveau code des personnes et de la famille, nous avons le code pénal qui a été revu et qui prend aujourd'hui en compte tout ce qui est maltraitance de l'enfant. Nous avons également le code de l'enfant qui a été promulgué par le chef de l'État. Donc c'est en quelque sorte la référence, la Bible, qui ramasse tout ce qui est situation relative à l'enfant et qui prévoit des sanctions à l'encontre des auteurs. La politique du gouvernement porte visiblement des fruits. Les statistiques présentent une baisse sensible de la maltraitance des enfants. L'engagement des chefs traditionnels et religieux en est également pour quelque chose. Ils accompagnent l'État dans la lutte contre les pratiques néfastes dans les couvents à l'égard des enfants. L'OTR, l'Office togolais des recettes, honore ses retraités pour services rendus. C'est à l'occasion d'un déjeuner d'adieu qui a vu également se renouveler entre personnels les vœux du Nouvel An. Le tout en toute convivialité et pour une année d'espérance. Reportage Robert Potobé avec Sonia Amedipo. Il quitte définitivement l'Office togolais des recettes après avoir rendu 25 à 30 ans de service au pays.
Au cours de ce déjeuner empreint de convivialité mais également de nostalgie, les 36 agents retraités ont été honorés pour leur engagement aux côtés de l'OTR. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour ces retraités grâce aux réformes engagées à leur profit. Il y a certaines primes qui sont perçues par le personnel de l'OTR. Les retraités de l'OTR ne sont pas oubliés. Les retraités de l'OTR peuvent bénéficier de l'assurance maladie. Les retraités de l'OTR peuvent bénéficier de la mutuelle. Le commissariat général a aussi salué la bravoure de tous les agents. Des efforts qui ont permis à l'OTR en 2020 d'atteindre pour la première fois les 3 objectifs assignés malgré le contexte sanitaire critique. Grâce à vous, l'Office togolais de recettes a pu réaliser ces objectifs de façon exceptionnelle. C'est-à-dire l'objectif budgétaire tel qu'il apparaît dans le budget de l'État. Mais l'objectif liquide, en général, les exonérations venaient gonfler ou les compensations venaient gonfler pour qu'on atteigne les chiffres. Et également l'objectif des trésoreries, c'est-à-dire les cash envoyés à la BCAO pour l'exécution des besoins de financement pendant les 12 mois. En formulant les vœux d'une nouvelle année aux employés, le commissaire général a présenté les réformes entreprises réalisées et qui suscitent de l'admiration. Dans les vœux à la nation, le chef de l'État nous a fait honneur à reconnaître les performances des régimes financières malgré la pandémie. Et cela grâce à la digitalisation, à la dématérialisation. Les différentes innovations au niveau de la législation douanière et fiscale. Bonne et excellente année d'abord à nos aînés, à nous tous, au personnel de l'Office togolais de recettes, pour que en fin d'année 2021, nous nous retrouvons tous ici sans exception et que nous célébrons encore des résultats plus éclatants. Le directeur des ressources humaines et de la formation professionnelle, Kwame Edidomele, a salué l'effort des premiers responsables de l'OTR pour l'amélioration du statut du personnel et aussi l'implication de tous les agents qui ont permis de booster les ressources financières. L'office compte environ 2000 employés, dont 359 femmes. Merci. La rhétorique, la culture générale, l'argumentaire, eh bien la 4e édition du concours de la plaidoirie a livré hier ses lauréats. Retour dans la salle de conférence de l'école supérieure d'audit et de management. L'ambiance de la soirée, une finale racontée par Marie-Reine Nabeta, Ulrich Amégan, avec la voix de Sonia Amedipo. Un état de propriété, un état de sûreté et surtout de résistance à l'oppression. Liberté, égalité, fraternité. Mesdames, messieurs les jurés, pourquoi personne ne croit plus dans nos cités? 8 candidats tout aussi séduisants les uns que les autres. Depuis le pupitre, on décortique la République dans toute sa globalité juridique. L'alternance est le passage d'une situation à une autre. Juridiquement, l'alternance démocratique se définit comme la dévolution du pouvoir selon les règles constitutionnellement établies d'une majorité à une autre. Les plaidoiries ont fait parler le droit à travers l'alternance démocratique, la nation, l'état de droit, la responsabilité du gouvernement, la citoyenneté et la laïcité. Et au bout, Merveille Dissé, étudiante en droit, prend la tête des concurrents. Elle a plaidé pour l'équilibre des pouvoirs. Penseur politique, sociologue et philosophe, Montesquieu a dû se retourner dans sa tombe en écoutant ces paroles de Louis XV. Lui qui a consacré une bonne partie de sa vie à défendre l'équilibre des pouvoirs. Lui qui a déclaré, je cite, « Il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » Fin de citation. S'il y avait l'équilibre des pouvoirs, l'État fonctionnerait mieux parce que le pouvoir exécutif, législatif serait beaucoup plus indépendant dans leur exercice. L'équilibre des pouvoirs est une notion nécessaire, indispensable à tout État. Et donc tout État doit s'efforcer à rechercher cet équilibre. Entre présentation, qualité orale et pertinence des sujets, il y a eu du beau pour exprimer le vrai et pour conquérir. C'est des thèmes bien traités, bien travaillés. Ils ont essayé de nous convaincre
Il y en a qui ont bien réussi, d'autres méritent d'être recadrés. Je suis un homme heureux, c'est des juristes que nous formons, c'est des cadres de demain, c'est des avocats, c'est des juges. Il est intéressant que les gens maîtrisent les nuances de la République. C'est un exercice, à la fois un exercice pour chercher la compétence, le savoir, la connaissance, et puis derrière tout ça, de leur donner cette autonomie, cette façon donc de réfléchir et d'amener les gens à adhérer à leur plaidoyer. La 4e édition du concours de plaidoirie de l'École supérieure d'audit et de management a encore démontré la volonté de ses dirigeants de former des têtes bien faites au service de la République. La citoyenneté est le point de... Il est 20h31 minutes. Nous ouvrons à présent la page des sports, la toute première de cette année 2021. Et quel plaisir de vous accueillir, Jean Kofi et Dédi. Bonsoir, bonne année. Merci, Gesson, bonsoir. Le Togo, notre pays, avait depuis le 5 janvier, depuis mardi déjà, le tournoi UFOA BU17. Oui, effectivement, Gesson. Et le 5-6 janvier, c'était donc la première journée dans les deux groupes constitués. Après la victoire du Togo face au Niger 2-1 et celle du Burkina Faso devant le Bénin 5-1 dans le groupe A mardi. Hier, dans le groupe B, la Côte d'Ivoire a disposé du Nigeria 1-0. Suivons le résumé Nigeria-Côte d'Ivoire avec Laurent Houmavan. C'est un spectacle animé mais sans but qu'ont fait Ivoiriens et Nigériens en première moitié de rencontre. En seconde période, ce sont les Ivoiriens qui imposent leur rythme de jeu. À la 61e minute, Abderrahmane Konaté reprend un centre qui est bloqué in extremis par le goal nigérien. Les Ivoiriens insistent et obtiennent un autre coup de pied de coin qui ne donnera rien. Puis arrive la 75e minute et cette fois, c'est la bonne. Pour Abderrahmane Konaté qui trouve enfin le chemin des filets. Nigeria 0, Côte d'Ivoire 1. La réaction nigériane après ce coup de massue tarde et les éléphantos continuent leur show. Ils ne réussiront pas à corser l'addition mais conservent néanmoins leur avantage étriqué jusqu'au coup de sifflet final. Commencer par une victoire, c'est vraiment encourageant pour la suite. Nous avons été confrontés à beaucoup de difficultés vu les dates, des différents changements de dates. Il fallait adapter les entraînements aux différentes dates. Ça a été vraiment très compliqué pour nous. Le vainqueur, c'est le football africain. If you have a pressure, the solution is not to... C'est vrai que nous avons un peu de pression, mais nous devons faire abstraction de cela. Parce que le football, à cet âge-là, au niveau des U17, c'est plutôt les mettre en vitrine pour qu'ils puissent exprimer leur talent. C'est ça qui est le plus important. À la faveur de cette victoire, les Ivoiriens prennent une option sur la qualification pour les demi-finales en attendant le match Ghana-Nigeria prévu ce samedi 9 janvier. Le mardi 5 janvier dans le groupe A, le Burkina étrit le Bénin 5-1 et prend du coup la tête du groupe devant le Togo vainqueur en ouverture du Niger 2-1. Et Jean, la compétition observe une pause aujourd'hui. Elle reprend ses droits de cité demain, vendredi dans le groupe A. Tout à fait. C'est donc la deuxième journée dans le groupe A. Et à 16h, le Togo joue le Bénin et à 19h, le Niger croise le Burkina Faso. Des rencontres à suivre en direct sur la télévision togolaise. Retour sur la date du 25 décembre dernier, c'était à Sotoubois. La Noël a connu un cachet sportif, Jean. Oui, Gesson, c'est en fait de la nativité que les pratiquants du tennis de table de la ville de Sotoubois ont choisi pour initier une dizaine d'enfants en la matière. C'était à travers un stage, le point de ce stage avec Aflim Johnson. 25 décembre 2020, jour de fête, jour de Noël. En lieu et place des cadeaux, plats et autres friandises, ces enfants âgés de 12 à 15 ans ont préféré se retrouver au centre culturel de Sotoubois pour une partie de tennis de table, discipline dans laquelle ils forgent leurs premières armes. Ce stage initié à l'intention des jeunes de Sotoubois consiste à leur faire découvrir le tennis de table. Nous avons donc appris à ces jeunes les b.a.-ba du tennis de table, notamment réussir l'équilibrisme sur la raquette, faire rebondir la balle sur la raquette. Et puis nous avons appris aussi à servir et à réceptionner la balle. Ce premier contact avec le tennis de table
C'est avéré une expérience tout aussi agréable que pleine de découvertes pour ces jeunes initiés, au point qu'ils en demandent encore. Ce stage m'a plu et j'aimerais être un grand joueur. Ici à Sotouboua, nous aimerions avoir des matériels pour jouer au tennis de table. Après Sotouboua, l'aventure de la vulgarisation du tennis de table dans toutes les contrées de la région centrale est prévue pour se poursuivre dans d'autres localités, le promoteur étant convaincu que d'initiatives telles que la sienne dépend le rayonnement futur de cette discipline au Togo. Alors Jean, ce sera tout pour votre page de sport de ce jeudi. Oui, tout à fait. J'ai son rendez-vous demain au stade de Kégué pour la rencontre Togo-Bénin et aussi Niger-Burkina Faso. Merci beaucoup Jean, Kofi et Dédi. La suite, c'est maintenant avec ce communiqué de la HAC. Communiqué de la HAC. Par communiqué numéro 30 HAC 20 Barpé du 18 décembre 2020, les directeurs des sociétés de presse ayant déposé à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication un dossier de déclaration et d'exploitation d'organes de presse en ligne en mode écrit ont été invités à retirer leur récépissé à la HAC. À ce jour, tous les récépissés n'ayant pas encore été retirés, le président de la HAC invite les intéressés à le faire sans délai. Par ailleurs, il porte à la connaissance des promoteurs de médias que les organes de presse en ligne, dont la liste peut être consultée sur le site internet de la HAC et dans le quotidien Togo Presse, sont les seuls déclarés à la HAC et reconnus conformément aux dispositions de la loi 2020-001 du 7 janvier 2020 relative au Code de la presse et de la communication en République et togolaise, communiqué du président de la HAC. Et puis je signale que vous suivrez juste après ce journal un documentaire sur la mission des forces armées appelée les éco-gardes dans la protection du parc national du Togo. Ce sera donc après ce journal. Et voilà, ceci referme donc ce journal, cette édition. Merci à vous qui nous suivez ce soir, ou précisément, et bien notamment à Pessaré dans la Bina. Et comme d'habitude et toujours fidèlement, très belle soirée.